avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, ainsi que nos drôles de dames comme tous les lundis. On file en Italie. Jingle Simone Rover. S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs et les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison. Avant ton avis tranché, Simone, qui va concerner les clubs historiques italiens, tu voulais nous parler d'un décès. Oui, parce que c'est la mort de quelqu'un qui était très important pour le foot italien. C'était les sélectionneurs de l'Italie à la Coupe du Monde 90, Azzurri Vicini, qui a été pour tous les jeunes, les gens de ma génération, les premiers sélectionneurs. Et la Coupe du Monde du 90 en Italie était vraiment... Comme en France 98, je peux imaginer. Ah non, c'est Bearzot. Mon premier sélectionneur. T'es jeune alors. J'ai 82, Bearzot, c'est le champion du monde 82. Ouais, mais moi, lui, Pertini, la partie de cartes et tout. Renvoie ton histoire. Les premiers dont je me souviens bien, c'était de Vicini, et pour tous ceux de ma génération. Et parce que la Coupe du Monde de 90 en Italie a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il n'y a plus jamais eu une sélection qui a été aimée autant que celle du 90, même si elle n'a pas gagné, elle arrivait que 3e, mais même que celle du 2006 n'était pas si aimée par les publics italiens. Et c'était aussi par ces sélectionneurs qui était vraiment un homme de foot, qui a fait toute sa vie dans la fédération italienne. Et ce week-end, dans tous les terrains des Serie A, on l'a rappelé avec un minute de silence. Et je voulais rappeler aussi ce soir qu'elle était un grand nombre de football italien. Et ben voilà, Simone, tu peux donc enchaîner sur ton avis tranché. Donc ça concerne Inter, Milan, Roma, c'est ça? Rien que pour avoir lancé Roberto Baggio en équipe nationale. Ouais, déjà. C'est pas bon. N'importe qui l'aurait Oui, c'est pas très compliqué. Oui, forcément. Oui, parce que c'est une période très compliquée pour les trois, d'un point de vue sportif, aussi d'un point de vue financier. On a vu dans ces dernières mercato, la Roma est arrivée à quelques minutes, on peut dire, de la vente des Dzeko. Après, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a eu pas désaccord. Il y a eu un désaccord entre Dzeko, son agent, Chelsea pour l'argent, pour les salaires. L'Inter a cherché de négocier pour avoir Pastore, ils ne sont pas arrivés. Et aujourd'hui, on arrive un peu à découvrir qu'il y avait là aussi une communication qui n'arrivait pas à passer entre les propriétaires, les Chinois, les hommes un peu plus de l'actualité. Il n'y a pas que la communication qui passait pas, il y a l'oseille qui passait pas, tout simplement. Oui, mais là, au début, ils disaient allez négocier. Après, à un certain moment, ils ont dit oui, mais on ne peut pas les faire. Donc, Milan, la situation économique, c'est encore plus catastrophique. Les sportifs, ça va un peu mieux depuis quelques semaines, mais c'était une année plutôt compliquée. Ce que je veux dire, c'est que les propriétaires étrangers, en ces moments, ne sont pas encore arrivés à comprendre notre football italien, ce qu'il faut faire. Ils font... ils comprennent rien, surtout. Beaucoup du bien. Et souvent font beaucoup de mal à leur équipe. Je pense à la Roma, ça fait 7 ans. Je veux pas. C'est normal que quand tu arrives, tu inventes des choses. Pallotta disait on va gagner un trophée, les titres en 5 ans. Après 7 ans, la Roma a probablement vendu une équipe qui serait capable de gagner la Serie A et aller loin en Ligue des Champions. On a parlé des celles avant, mais je pense encore à Marquinhos, Pjanic, Benatia, Lamela, Paredes. C'est-à-dire, ils ont toujours vendu des joueurs pour le bilan. Et les propriétaires sont arrivés en Italie pour. Quand tu prends des propriétaires américains et tout, tu crois qu'ils vont faire quoi? C'est le business. Ils connaissent pas le foot, ils n'en ont rien à cirer. Quand on prend les si tu dois vendre tout le temps les meilleurs joueurs, tu fais pas de business non plus. Tu fais pas de foot, tu fais pas de business. Tu fais rentrer. Tu fais rentrer les mecs, c'est ça. On va voir avec les nouveaux stades qui doivent être terminés pour 2020 de la Roma, on parle. Si les nouveaux stades vont apporter quelque chose, pour l'instant, la Roma, sur le plan sportif, sur le plan économique, les nouveaux propriétaires n'ont rien donné. Il y a beaucoup de polémiques entre les supporters et Pallotta, James Pallotta. Pour vous dire, en janvier, il y a eu un rencontre pour parler du mercato. Ça a été fait à Londres, parce que Pallotta, qui est aussi actionnaire de Boston Celtics, il est à Londres parce qu'il y avait un match de Boston Celtics à Londres des NBA. Et donc, les dirigeants de la Roma sont dû aller à Londres pour avoir finalement un rendez-vous avec les dirigeants, les propriétaires, dans une période si délicate comme le mercato. L'Inter, j'ai déjà dit, les Capastore est un peu emblématique. Au début du mercato, ça semble qu'il y a l'argent. Même chose pour l'été. L'Inter, ça va au-delà. La série de défaites, elle est dingue, là. Et sur les sportifs, tu n'arrives pas à aider ton équipe dans les moments de difficulté. Je vais prendre une phrase de Berlusconi d'hier, qui était à mon avis très important, et là on passe de l'Inter au Milan, mais c'est la même chose. Berlusconi disait,
aujourd'hui, les présidents de Milan auraient besoin d'avoir un sosie en Italie. Parce que moi, j'étais chaque samedi à Milanello. Si un joueur était blessé, je l'appelais. Si quelque chose n'allait pas, j'étais là. C'était la gestion, quoi. C'était la gestion. Les mecs, ils savent pas gérer les clubs. De Berlusconi, de Moratti. On peut faire des pas en arrière sur la famille Sensi pour la Roma. Mais c'est-à-dire qu'ils s'entourent mal, ces propriétaires étrangers, parce qu'il y en a, vous en avez dans chacun de vos pays, des propriétaires étrangers, ça se passe pas. Ça varie énormément de l'un à l'autre. Il y a autant de cas de figure qu'il y a d'individus. Oui, ou d'investisseurs. Mais ça marche pas bien en général. La Première Ligue, c'est aussi un championnat qui est plus fait sur le business. Il y a une association, la Première Ligue, qui marche très bien. En Italie, qui c'est la catastrophe et où étaient les propriétaires souvent à régler les choses. Et quand il y avait les assemblées des propriétaires de la Ligue de Serie A, il y avait tous les présidents qui sont propriétaires. Souvent, ils parlaient, trouvaient les solutions entre eux. Aujourd'hui, ça manque énormément ça. L'Inter, avec 9 matchs, 10 matchs sans victoire. Ils vont virer Spalletti. Il y a personne. Pour l'instant, non, il a un contrat de 4 millions net par an c'est très solide à niveau économique. Ce serait un problème, même si on part déjà d'une éventuelle substitute de Spalletti. Et c'est très simple, ils ont à la maison. C'est Fabio Capello qui est l'entraîneur du Jiangsu, l'autre équipe de Suning. Mais pour vous dire, encore sur l'Inter, parce que là, je passe d'une équipe à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. L'Inter, les propriétaires de l'Inter aussi un club en Chine. L'Inter voulait prendre Ramirez, l'ancien du Chelsea, qui joue dans ce club. Ils ont préféré les faire rester au Jiangsu Suning parce que c'était plus important pour ces clubs-là que pour l'Inter. Ah oui. On parle d'une Inter qui lutte pour aller en Ligue des Champions. Pour moi, c'est un mirage, ces histoires de propriétaires chinois, américains. C'est compliqué. Il n'y a pas énormément d'exemples où ça marche. Même à Manchester United, ils ont eu beaucoup de mal avec le propriétaire américain. C'est le fait d'avoir un manager fort. Liverpool, ça marche. C'est des gens qui viennent du monde du sport. FSG, c'est John Henry, ça marche. Pas de problème. Ouais, mais c'est peut-être un cas. Non, mais tu compenses si tu as une équipe dirigeante sur place avec un manager fort qui tient le truc. Ouais, c'est ça. Alors, Valence, je vais vous interrompre. Il y a une chose assez importante qui vient de tomber là à l'instant. Donc, simplement, cette déclaration de Antonio Conte, j'ouvre les guillemets. S'ils estiment que c'est fini, ok. Fermez les guillemets. Donc vous en prenez tirez les conclusions. Voilà, c'est fini alors. D'accord, ok. On est bien d'accord, on en reparlera l'équipe d'Italie a trouvé un sélectionneur alors. Attention. Aujourd'hui déjà, on a trouvé l'intérim parce que Gigi Di Biagio a pris la sélection italienne pour les 2 matchs amicaux. Et si je m'abuse, vous pourrez voir toute la flash interview sur SFR d'ici quelques secondes si ce n'est déjà fait. D'accord. Simonet, un mot vite fait sur la blessure de Matuidi. Oui. C'est grave, c'est. C'est un peu plus grave de ce qu'on attendait parce qu'on parle de 30-40 jours de stop. Avec les champions musculaires. Très grave pour la Ligue des Champions parce que l'espoir maintenant c'est de l'avoir peut-être pour le match retour face au Tottenham. Mais pour vous dire, il était tellement important, Matuidi, je l'avais déjà dit, la Juve a changé son système pour lui. Ces 15 matchs, je pense qu'ils ont cassé un but sur les 15 derniers matchs. C'était une solidité défensive et tout ça partait aussi du travail Matuidi. Et aussi aujourd'hui, pour Allegri indispensable. Et donc attention parce que pour les prochains matchs amicaux de la France il risque d'être un peu court. Après lui il va prendre toutes les précautions parce qu'il pense de pouvoir continuer en Ligue des Champions. Après il y a la Coupe du Monde, c'est très bien. Tu vois finalement 15 jours avant la Ligue des Champions vaut mieux faire un anniversaire bien arrosé qu'un match de foot, c'est moins dangereux. Allez, l'Allemagne. Mauvaise nouvelle pour Simonet. Je vais être rapide. Javier Tebas a déclaré ce week-end qu'il ne pourrait pas faire en même temps président de la Liga et président de la Serie A. Désolé. Voilà. Et la Serie A qui a quand même enregistré une bonne nouvelle, c'est la signature du contrat des droits télé. Ils ont dépassé le milliard. Avec Mediapro qui est un groupe espagnol. C'est vrai. C'est beau. On part en Allemagne, allez, on y va. Jingle l'ortho. Il faut le reste. David, tu veux nous parler des bras de fer, t'en as marre? Oui, exactement. Et je voudrais faire la transition toute trouvée avec le Mondial 90 dont parlait Simonet à l'instant, parce que c'est un grand ancien de l'équipe nationale d'Allemagne et de la Juve, et Jürgen Kohler, qui a fait une colonne qui écrit de temps en temps. Il y avait 1000 fois péno sur Wea en 93. C'est pas faux, Daniel. Jürgen Kohler. Jürgen Kohler s'est exprimé et c'est un ancien qui parle assez peu, mais qu'on écoute, parce qu'il a aujourd'hui la même stature un peu impressionnante qu'il avait quand il était joueur, comme columniste, comme on dit. Et il m'a mis la puce à l'oreille ce week-end parce que il a expliqué, il a décrypté ce qui s'était passé avec Aubameyang, ce bras de fer qu'Aubameyang avait gagné pour partir de Dortmund vers Arsenal.
expliquant ce bras de fer avec évidemment le précédent d'Ousmane Dembélé. Et il se trouve que à Dortmund, on est en train depuis quelques années, vous l'avez tous constaté comme moi, on est en train de laisser partir des joueurs pour des raisons évidemment de business, parce que on va pas retenir un joueur qui part et qui peut ramener 100 millions d'euros dans les caisses, quelle que soit sa valeur. C'est le cap que suit Dortmund en ce moment. Et en Allemagne, on commence à être véritablement agacé par ces bras de fer que les joueurs, donc les individus, gagnent face à des institutions. Alors des petites institutions pour Dortmund, sans vouloir manquer de respect à ce club, de grosses institutions peut-être pour des clubs plus grands, même si ça reste encore à prouver pour le Bayern. Kohler a expliqué que c'était pas respectueux de la part d'un joueur comme ça de faire cela, c'était pas respectueux de la part de Dembélé, c'est pas respectueux de la part de Aubameyang. Alors ça va vous paraître un peu naïf de dire ça, vous qui êtes de grands requins du business, messieurs, tous autant que vous êtes autour de la table. C'est vrai. Mais ce qu'a exprimé Jürgen Kohler là, et on l'écoute encore une fois parce qu'il est champion du monde, parce que c'est une stature, a été repris par des présidents de clubs. Bon, évidemment, à Dortmund, Watzke n'est pas du tout content et sa nouvelle position, le boss de Dortmund, c'est de dire maintenant, s'il y en a un qui veut partir, alors il a beau jeu de dire ça parce qu'il y a déjà une demi-douzaine de joueurs qui sont partis, vous les connaissez, Hummels, Mkhitaryan, Gundogan et d'autres, mais il dit maintenant, s'il y a un joueur qui veut faire un bras de fer avec nous, ça va être directement dans les tribunes. Bon, c'est une menace en l'air, mais il a été repris par d'autres. À Leverkusen, le manager a dit aussi, maintenant, on n'achètera plus aucun joueur qui aura dans son passé, dans sa carrière, été au bras de fer avec un club. Ce petit son de cloche commence à venir un peu là chez les acteurs du foot allemand, dans les médias aussi parce que c'est repris par des analystes, par des gens qui font des éditos, etc. Et j'avais envie moi de défendre cette position un peu naïve certes face au business d'aujourd'hui ce soir, que finalement ces joueurs qui partent au bras de fer face à des clubs, ça suffit. C'est un peu ce qui commence à apparaître en Allemagne et je suis assez d'accord avec cette position, même si elle est difficile à défendre évidemment. Moi, je veux bien me faire un peu l'avocat du diable. J'adore cette position-là. Effectivement, dans le meilleur des mondes, ça devrait marcher comme ça. J'espère que les clubs qui adoptent cette position arrêteront aussi de faire des lofts en début de saison avec les joueurs dont ils veulent plus, par exemple, en les faisant s'entraîner à part pendant 3 semaines, et arrêteront aussi parfois de faire aussi des bras de fer avec des joueurs qui voudraient bien rester dans leur club et qu'on veut voir partir. Et c'est pas toujours joli dans l'autre sens non plus. Oui. Et tous les clubs, les gentils et les méchants, quoi. Ce que dit Kohler, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les clubs s'entendent. C'est-à-dire qu'il faut effectivement une harmonie au niveau des clubs déjà pour refuser de façon bilatérale ou multilatérale que les joueurs aient ces attitudes. Quelques secondes, David, pour parler de Tolisso au Bayern. Alcantara revient. Est-ce que ça peut le mettre en danger? Ah oui, c'est compliqué au milieu de terrain au Bayern parce qu'il y a quand même des joueurs qui, avec l'arrivée de Jupp Heynckes, sont revenus en odeur de sainteté. Javi Martinez est indéboulonnable, le milieu défensif espagnol comme milieu de terrain avec Heynckes. James Rodriguez commence à donner sa pleine mesure et vous allez voir que ça va pétiller aussi en Ligue des Champions, ça j'en fais le pari. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour Tolisso qui, alors c'est anecdotique, mais il a la plus mauvaise note chez nos confrères qui sont la référence, le kicker. Il a la plus mauvaise note de tous les joueurs du Bayern en moyenne cette saison. 3,77 sur 6, ce qui est une note moyenne. Sauf que Tolisso, il a quand même 18 matchs joués. Il a marqué dans les matchs importants comme contre le PSG, tout le monde s'en souvient. Il a été passeur décisif ce week-end. Et ne regardez que les chiffres serait injuste vis-à-vis de ce joueur qui est considéré comme un joueur d'avenir au Bayern. Il y a un précédent malheureux, c'est Renato Sanchez qui est parti à Swansea, si je me souviens bien. Mais lui a beaucoup plus d'arguments à faire valoir pour faire son trou, mais il va falloir qu'il soit patient. Ouais. Ok, très bien. Écoute, j'avais vu que le Bayern était en avant, j'avais pas vu qu'ils avaient 18 points d'avance. Ah oui, c'est impressionnant, oui, c'est clair. Ah oui, c'est vrai, moi je voulais te poser la question là-dessus, mais bon. Et on le fera la semaine prochaine. Ah oui, mais c'est la promo de transversale là qui a tout pour nous. Allez, merci messieurs. 2 minutes de Billon. Merci les drôles de dames. On vous retrouve cette semaine. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Merci Daniel. Daniel, on se retrouve dans l'after toute la semaine. After après les matchs de Coupe de France. Demain, c'est quoi, c'est Coupe de France demain, c'est Sochaux PSG, bien sûr. Ah oui. Allez, à demain. Bonne nuit. Le duel Cardieu-Neymar.